Alors des fois, il y a un peu de crapaud, un peu de chien crevé, un peu de tout pour faire des questions magiques. Et Voilà. à l'époque au Moyen-Âge, Ouais. ceux qui soignaient avec des plantes, on les tuait parce qu'on croyait que c'était des sorcières. On va mettre son effet. Ouais. Ah, que le promontoire me va bien aujourd'hui. Mon noble ami, tu as raison. Ah, que nous avons bien ripaillé d'ailleurs. Bon, mes chers amis, sachez que notre histoire débute en 1231, il y a à peu près 800 ans. Le comte de Forez, IV, mon maître, dont vous pourrez voir la tombe, qu'on appelle un gisant, en l'église de Montréal, a permis à son fidèle vassal, Arnaud de Marcy, de bâtir cette maison forte. Dès lors, deux objectifs vont se proposer à la famille des Saint-Léon. La première va être de contrôler la haute vallée du Lignon, entre l'Auvergne et le Forez, tel que vous verrez. Et la seconde, d'avoir un œil sur la famille d'Amas de Counan, qui a juré allégeance aux Germaniques. Ah, les traîtres, très bon rapport. Dès 1250, Chalmazel devient donc, avec Coudan, Rochefort et Marseille, l'une des 4 grandes seigneuries de ce que l'on a appelé les montagnes du soir. Pourquoi comme ça, les montagnes du soir? Alors là, j'ai croisé un jour un voyageur dans une taverne qui m'a dit qu'un homme serait venu un soir, il a vu les montagnes, il aurait appelé ça les montagnes du soir. Mais alors là, c'était une discussion d'alcoolique dans une taverne, de toute de l'historique. Ouais. C'est après 6 générations de Marcy qu'il va passer Omar, le château de Marcy, de Chalmadel, aux mains des Talaru bien à Marseille. Antoine de Marcy, 8e seigneur de Chalmadel, décédera à 25 ans, sans postérité, c'est crack, c'est mort. Ces biens vont être dispatchés entre son oncle, qui est prieur d'Arnas, un prieur et peut-être un prieur, c'est le prieur, et ses 4 sœurs. Sa sœur Béatrice hérite donc à cette époque du château de Chalmadel, et de tous ses biens à l'ouest de la Loire. Elle va épouser en 1364 Mathieu de Talaru, et à ce moment-là, ils reprendront le nom et les armes de Chalmadel. C'est donc ainsi que va passer le château des mains des marquis des Talaru. Isabelle, son autre sœur, elle, hérite de toute la partie est des biens de la Loire. Elle va épouser un homme que j'aimais beaucoup, Jean Leloup. Il était très sympathique, Seigneur Beauvoir. Il faut cruel à des moments, mais on a fait quand même quelques bons gueuletons dans une taverne pas loin de chez lui. Beaucoup bien, moi d'ailleurs. Voilà. Par contre, malheureusement, les époux ruinés en 1375 vont être obligés de revendre tout. Et à Béatrice et à Mathieu. Ainsi, Béatrice et Mathieu possèdent entre leurs mains l'intégralité de l'héritage des Marseillais. Malheureusement, l'année suivante, en 1382, un drame. Mathieu et Béatrice meurent. Sûrement de la peste. À l'époque, il y a eu une grande épidémie. Et à leurs hommes. Durant 460 ans. Chalmazel est aux mains des Talaru. Mais c'est bien la même lignée qui se perpétue depuis les Marcy et les Talaru. C'est alors 14 générations de Talaru qui vont se succéder ici. La famille des Talaru, implantée depuis le XIVe siècle quand même chez nous, était d'origine lyonnaise. Oui. Bien que très modeste, elle a quand même fourni de grands archevêques à Lyon. Et elle a trouvé une immense fortune avec sa madame. C'est alors une ascension fulgurante de cette famille qui va croître, dont les biens vont se multiplier. Et à la fin,
les Talarus descendent de leur nidec. Alors ils avaient des idées, peut-être qu'ils et ils vont aller dans le château de Saint-Marcel de Trévise. Tout comme à la même époque, les Turfets descendent des cornes pour aller à la bataille. En gros, ils vont passer d'une demeure moyenâgeuse à une demeure renaissance. Et ça, ouais. Par ailleurs, les Talarus vont continuer pendant très longtemps à fournir l'Église catholique de Lyon, en particulier, en moines, en sœurs et en prières. Le XVIIIe siècle est marqué pour les Talarus par un très grand accroissement de prestige. Et ils avaient hérité tiens, un mariage du château de Chamarandes, près d'Arpazon, vers Paris. Ce qui fait que les Talarus passent le plus clair de leur temps entre Chamarandes et Versailles. Mais ils prennent quand même, oui, à la cour de France. Donc, vu les sorts qu'on a pris, ils mettent à la cour. Mais ils prennent très très souvent des nouvelles quand même de Chalmadel, de Saint-Marcel, pour savoir comme ce qui se passe. On a quand même des garnisons. Pour donner un titre, Louis Talarus, le marquis de Chalmadel de l'époque. Mon ancêtre, né ni plus moins que le comte de Chamarandes, colonel du régiment des Talarus en Conflit, au premier maître d'hôtel de la reine. Il est aussi conseiller d'État, chevalier de l'ordre du roi, mais gouverneur de Falcourt et de Strasbourg, en Moselle. Mais nous avons voyagé. C'est donc une famille, comme vous l'avez compris, très influente. Et à l'apogée de sa gloire, un drame va la frapper. 1789, la Révolution. Écoutez, Louis Justin de Talarus, qui est le dernier du nom, est né à Paris en 1769, 20 ans avant la Révolution. Son père vient de décéder un an avant, sa mère est dame de grâce auprès de la reine Adélaïde, la tante de il a décidé de débuter une carrière militaire. Vous savez qu'il a fait d'innombrables voyages, ce qui lui a permis d'éviter les conflits et surtout de faire des affaires. À l'époque, un journaliste au regard, Montbrison, il y avait un quartier qui s'appelle ainsi, peut-être était-il ici, je ne sais pas. Il a écrit une petite biographie, et je vais reprendre ces mots. Il ne se mêla point au mouvement et aux affaires de la première révolution. Et il dut, à son caractère conciliant, et surtout à son âme généreuse et bienfaisante, de ne pas être inquiété pendant les temps d'orage et de persécution. Il fit, dans sa jeunesse, quelques voyages, principalement en Espagne et au Portugal. Nous sommes allés aussi là-bas. Non, quel voyageur. On peut donc penser que s'est servi de ces voyages pour se cacher. Néanmoins, son oncle, César-Marie de Talarus, le traître, pardon, le royaliste, mais pour la Révolution française, un traître, le 22 juillet 1794, il est arrêté et guillotiné à Paris. Oui, un mois. Louis Justin, son cœur royaliste, et il fut toujours profil bas, et grâce à sa fortune, son DG des Bas. Il devint d'ailleurs pair de France en 1815, une très haute distinction de la cour. Mais resta toujours attaché à sa religion, vers toute sa famille. Le roi le nomma d'ailleurs ambassadeur en Espagne. Ah. Il se maria 2 fois. En 1805. Âgé de 81 ans, il s'éteint paisiblement. Il fut le 25e et dernier seigneur de Chalmadel, 20e génération des marquis Talarus. Après sa mort, on nous dit son testament construit 3 parties. La première, qu'il appela la part du roi. Une somme d'environ 90 millions de francs actuels, qui alla au comte de Chambord, chef de la maison de France. Une part à l'église, qui reçut d'innombrables dons pour des prières et pour les pauvres.
Tes parents et tes amis, eux, ont hérité des diamants et de l'argenterie. Il n'oublia pas ses domestiques, ses gardes, ses prieurs, ses régisseurs, qui, l'ayant tellement bien servi, reçurent une rente qui agit de la confiance. Vous me direz-vous, nous n'avons parlé que de son argent, que de il l'a consigné dans son testament. Le marquis de Courtillon, son neveu, et le fils de celui-ci, héritaire de Saint-Martin de Série, qu'ils ont revendu en 1865 au baron Piston. Lui, il avait un nom prédestiné. Ah oui, il a fait un gros de piston. Voilà. Et le château de Chamarande, vendu au marquis de Persigny. Eh ben, je le dis, dans les Nicolas Écosse, il n'y a plus bien dans la famille de ce niveau-là. C'est bien qu'on a tout ça. Gaston de Montmorency, le petit Gaston, moi j'aimais bien avec des parents, son neveu, et ben lui, il a hérité d'une grande partie des biens de Normandie. Des biens en Normandie. Et bien, quant à Chalmazel, le marquis écrivit « Je lègue mes biens de Chalmazel, le château et les forêts, à la maison des sœurs de Saint-Joseph, établie dans cette commune, à charge d'établir des lits pour les malades du canton et les soigner. Le château fut ensuite transformé en pensionnat pour accueillir les élèves et les enfants de Chalmazel allant à l'école, mais qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir, principalement en hiver. C'est en 1972 que les religieuses quittèrent le château pour pouvoir entretenir ça. Il arriva dans les mains de la commune, qui dut l'entretenir, et elles l'ouvrèrent à au public la belle saison. Je veux dire, l'hiver, bon château, ça a été donc qui s'anima. Heureusement, il fut inscrit à l'inventaire des monuments de France, qui permet de le préserver. Et c'est en 2002 que la propriétaire actuelle en fait acquisition. Elle emplit les chambres d'eau, et elle fit vivre cette passion venant du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Au niveau de l'architecture, vous pourrez voir encore dans la tour quelques meurtrières qui servaient à observer et à quelque chose. Concernant le reste de l'architecture, je vous laisse le citer, vous laisse bien. Oh, les squelettes, il m'a dit. T'avais une question? Non. Dis-moi. Pourquoi? Personne n'est pas. Toi, moi que le nez, vous voyez. Dis-moi. Lu? J'ai même pas lu la moitié de ce qui est écrit. Et si tu avais lu vraiment tout ce qui était écrit, je crache des mots, j'en modifie d'autres. Ouais. J'essaie de vous faire vite, ça vous intéresse un peu. Et que vous soyez dans les murs de ce domaine. Ah non, la jeune fille avant. La jeune fille avant, il y a l'ancien premier. Pourquoi la jeune fille? Je suis un passionné d'histoire. Voilà, j'aime faire vivre l'histoire. Quoi? Montre-lui la photo où j'ai mon masque. Elle veut voir ma tête de mort. Ouais. Tu vas dans les photos, tu vas dans l'Imperium et tu as Salmos. Non, c'est là sur mes photos. Ah, il paraît qu'il y en a un pourtant. Ouais. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y en avait un. Ah. C'est moi? Merde, il aurait tout à fait sur les coups, on serait allé boire un coup.